Donc, on a vu les différentes caractéristiques spécifiques de l'œuf. La totipotence, la polarité, la symétrie axiale, la présence des réserves nutritives et son hétérogénéité, avec les gradients RNP et Vitelin. Dans la suite, on va se concentrer un petit peu sur les réserves nutritives. Le matériel accumulé dans le cytoplasme des ovocytes durant l'ovogenèse est formé surtout par des molécules qui vont jouer le rôle de source d'énergie, comme le vitellus qui est le plus abondant, et des organites producteurs d'énergie, comme les mitochondries. Comme on voit ici, les plaquettes vitellines avec des mitochondries. Il y a aussi des enzymes et des précurseurs pour les synthèses d'ADN, d'ARN et des protéines. Il y aura aussi de l'ARN messager stocké, des protéines de structure et des facteurs qui vont contrôler l'embryogenèse précoce, par exemple, et d'autres processus. Donc, ces facteurs qui vont réguler l'embryogenèse, on les appelle facteurs régulateurs morphogénétiques. Passons maintenant à l'accumulation des réserves nutritives. Comment elle se fait? Elle se fait par la vitellogenèse. La vitellogenèse, ou accumulation des réserves nutritives dans le cytoplasme de l'ovocyte, qui se produit surtout durant la prophase 1 de la méiose, et ceci durant l'ovogenèse. Donc, cette vitellogenèse est divisée en deux parties qui sont la prévitellogenèse et la vitellogenèse. La deuxième partie ou la deuxième phase qui correspond à la déposition du vitellus. Durant la prévitellogenèse, donc qui est une phase de croissance lente de l'ovocyte, donc elle est de longue durée, on aura synthèse et stockage, donc il y a à l'intérieur même de l'œuf en croissance, il y aura synthèse et stockage d'énormes quantités d'ARN de différents types, ARN ribosomal, ARN messager, ARN de transfert, ainsi que de protéines ribosomiques et de protéines fonctionnelles. Donc, quand tout est fabriqué ou synthétisé à l'intérieur de la cellule, on appelle ces produits des produits d'origine endogène, ce qui est différent de la vitellogenèse ou du vitellus qui est produit durant la vitellogenèse, qui est d'origine exogène. La vitellogenèse, processus d'accumulation des réserves nutritives dans le cytoplasme des ovocytes, il débute lorsque l'ovocyte va atteindre le stade diplotène de la prophase 1 de la méiose. Le vitellus est de nature lipoprotéique, formé de protéines, phospholipides, ainsi que de sucre, une faible quantité de glycogène. Le vitellus est de nature exogène, comme je viens de dire, et il est accumulé dans l'œuf pendant la phase d'accroissement et de maturation de l'ovogenèse. Le vitellus est utilisé au cours du développement embryonnaire, comme on a dit avant dans les diapositives précédentes. Il est le produit majeur des réserves nutritives qui sont utilisées durant le développement embryonnaire pour nourrir l'embryon. Ce diagramme montre les principales étapes du processus de la vitellogenèse. On va voir que les événements de la vitellogenèse sont sous le contrôle ou sont contrôlés par des interactions hormonales entre l'hypothalamus et les cellules folliculaires de l'ovaire. Donc, sous l'action de stimuli externes comme la température, la lumière ou des rythmes saisonniers, l'hypothalamus sera activé. Il va alors activer l'hypophyse. L'hypophyse va donc sécréter les hormones gonadotropes. Ces hormones auront un effet d'activation sur la progestérone active qui va alors conduire à l'ovulation. On a alors un effet de maturation et ovulation. De l'autre côté, ces hormones gonadotropes vont induire que les cellules folliculaires de l'ovaire
produisent de l'œstrogène. Cet œstrogène va alors gagner le foie et il va provoquer la synthèse et la libération de la vitellogénine. Donc, la vitellogénine est synthétisée dans le foie, elle est ensuite libérée dans le sang, elle va arriver alors à l'ovaire, elle va gagner l'ovocyte en phase d'accroissement et à l'intérieur de ces ovocytes en phase d'accroissement, elle sera scindée en phosphitine et lipovitelline qui vont former les plaquettes vitellines. Donc, la vitellogénine est le composé principal du vitellus qui est fabriqué dans le foie et il est apporté à l'ovaire par le flux sanguin. Elle est donc d'origine exogène. Elle est d'origine exogène parce qu'elle n'est pas synthétisée à l'intérieur même de l'ovocyte. Cette vitellogénine va gagner l'ovocyte mûr et une fois à l'intérieur de l'ovocyte, elle sera hydrolysée ou divisée en phosphitine et lipovitelline. Et ces deux molécules vont former alors les plaquettes vitellines. Ce diapositive est un diapositive annexe. Il ne fait pas partie de votre cours, mais je vais l'utiliser pour expliquer pourquoi dans l'œuf, on a des plaquettes vitellines qui sont très grosses du côté du pôle végétatif et non pas du côté du pôle animal. La pénétration de la vitellogénine dans l'ovocyte, elle est uniforme tout autour ou tout au long de la surface de l'ovocyte. Il n'y a pas de différence au niveau de la vitesse d'entrée de la vitellogénine dans l'ovocyte. Mais ce qui se passe, c'est le suivant. Lorsque la vitellogénine va entrer du côté du pôle animal ou proche du pôle animal, c'est-à-dire dans l'hémisphère animal, la vitellogénine, une fois entrée, elle va se scinder en deux molécules qui vont former ensuite les plaquettes vitellines. Ces plaquettes vitellines, nouvellement ou fraîchement formées, elles vont se déplacer vers le pôle végétatif. Donc, elles seront en mouvement. Elles ne vont pas attendre. Par contre, la vitellogénine qui rentre du côté du pôle végétatif, celle-là, donc une fois à l'intérieur, elles vont former les plaquettes vitellines, mais elles ne vont pas se déplacer. Donc, elles vont rester à leur place. Ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a la vitellogénine nouvelle qui va venir après, qui va former des plaquettes vitellines aussi, ces plaquettes vitellines, elles vont s'ajouter pour former des plaquettes de plus en plus grosses. Et donc, ces plaquettes ne vont pas se déplacer et c'est comme ça qu'on aurait, c'est comme ça qu'on a eu des plaquettes vitellines qui sont de grosse taille vers le pôle végétatif. On arrive maintenant aux différents types d'œufs. Il existe 5 types d'œufs qui sont répartis selon l'abondance du vitellus et sa répartition dans le cytoplasme. Commençons tout d'abord par le terme lécite ou le radical lécite qui vient du grec lékitos et qui veut dire vitellus ou jaune d'œuf. Les 5 types d'œufs sont les suivantes. Les œufs alécites, les œufs oligolécites, les œufs hétérolécites, les œufs télolécites et les œufs centrolécites. Donc, tout est en rapport avec le vitellus, en rapport avec les sites, avec l'abondance de lécite et la répartition de lécite dans le cytoplasme de l'œuf. Les œufs alécites ou les œufs sans vitellus. Le préfixe A est une négation. Ces œufs sont sans vitellus ou très pauvres en vitellus. Ils sont généralement de petite taille et ont une taille microscopique. On les retrouve surtout chez les mammifères placentaires, c'est-à-dire chez les embryons, chez les animaux dont les embryons vont se développer dans le corps de leur mère. Donc, ils ont besoin d'être alimentés par le placenta. Donc,
ils n'ont pas besoin de vitellus. Le deuxième type sont les œufs oligolycites, et oligo pour dire œuf. Donc, ce type d'œuf a une teneur pauvre en vitellus. Le vitellus, il est en forme de petites granulations, comme on voit ici, et qui sont réparties d'une façon homogène ou d'une manière uniforme dans le cytoplasme de l'œuf. Ces œufs sont aussi de petite taille et on retrouve ce type d'œufs chez quelques échinodermes comme l'oursin et les étoiles de mer. Les œufs hétérolycites, hétéro pour dire différent. Dans ce type d'œuf, on a le vitellus qui est moyennement abondant. Donc, on a une teneur moyenne en vitellus. Par contre, ce vitellus, il est réparti d'une façon hétérogène ou inégale. Comme on voit dans notre exemple, l'œuf de grenouille montre qu'il y a de grosses plaquettes vitellines vers le pôle végétatif et en plus, on a une quantité plus importante de vitellus vers le pôle végétatif. On voit ça plus clair en regardant ce deuxième diagramme avec les couleurs. Le jaune montre le vitellus qui est très abondant vers le pôle végétatif. Bien sûr, il y aura des vésicules aussi qui sont dans l'hémisphère animal, mais de moindre taille et aussi en concentration plus faible. Ce type d'œuf, il est plus volumineux que les précédents, à peu près de l'ordre de 1 mm. Et comme on a un vitellus réparti d'une façon hétérogène, donc ça va provoquer des segmentations inégales, comme on va voir dans le chapitre prochain. Ce type d'œuf se retrouve surtout chez les amphibiens ainsi que d'autres animaux, les amphibiens comme la grenouille par exemple. Les œufs centrolycites, et centros pour dire centre. Donc, ce type d'œuf qui est très riche en vitellus, il contient une grande réserve nutritive et comme son nom l'indique, centrolycite possède un vitellus qui est séparé du reste du cytoplasme et qui se retrouve au milieu ou au centre de la cellule. Ainsi, on voit un cytoplasme nutritif où il y a le vitellus et un cytoplasme formatif qui entoure le premier et qui ne contient pas de vitellus, mais qui contient plutôt les substances ribonucléoprotéiques par exemple, qui sont actifs ou formatifs. Donc, la masse vitelline, elle est regroupée au centre de l'œuf, cytoplasme nutritif, et elle sera entourée par le cytoplasme actif qui ne contient pas de vitellus et qui sera donc la seule zone capable de se segmenter. Le noyau, lui, il se retrouve au centre du vitellus, donc comme s'il est bloqué par le vitellus. Il est entouré d'une mince couche de cytoplasme, une petite aire de cytoplasme, dans le vitellus aussi, et qui s'appelle ooplasme. Ce type d'œuf est assez volumineux aussi, il a une taille moyenne de 1 mm, et on le retrouve surtout chez les insectes et autres arthropodes ou certains poissons. Le dernier type sont les œufs télolycites, et télos pour dire fin. Dans ce type d'œuf, qui contient une quantité très importante du vitellus, on retrouve le vitellus qui est séparé du reste du cytoplasme. Donc, comme exemple ici, tout ce qui est jaune est du vitellus, qui est séparé du reste du cytoplasme en bleu. Donc, on a un cytoplasme nutritif qui est séparé du cytoplasme actif ou formatif contenant le noyau. Donc, on a le vitellus donc, qui va pousser le noyau
avec tout ce qui l'entoure comme cytoplasme actif ou formatif, vers une extrémité de la cellule, plutôt vers le pôle animal, formant ce qu'on appelle cicatricule. Donc, la cicatricule ou le disque germinatif, qu'on voit aussi dans cette figure, est formé du cytoplasme actif contenant le noyau. Et ce sera cette cicatricule qui est la seule zone affectée par la segmentation. Le vitellus ne va pas se segmenter. Donc on a un œuf où une partie va se segmenter, la cicatricule, et le reste, formé par le vitellus, ça ne va pas se segmenter. En général, ce type d'œuf renferme des œufs de grande taille, allant de 1 à plusieurs centimètres. On retrouve ce type d'œuf chez les reptiles, chez les oiseaux comme la poule et chez certains poissons comme la truite aussi. En conclusion, il faut se rappeler que la taille de l'œuf ainsi que son clivage dépendent de sa teneur en vitellus. Plus on a de vitellus, plus l'œuf sera de grande taille et plus son clivage va demander plus de temps. Ici, il y a un tableau qui résume les caractéristiques des différents types d'œufs. On a les œufs allécites, oligolécites, hétérolécites, centrolécites et lolécites, avec leurs différentes caractéristiques. Vous n'êtes pas responsable des chiffres pour les tailles, mais bien sûr, disons taille microscopique, vous êtes censé le savoir. Et vous êtes censé aussi savoir savoir donner des exemples des différents types des exemples qui figurent sur ce tableau. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.